Mes chers compatriotes, me voici une fois encore en visite chez vous. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, parce que je n'oublie pas tous ceux qui, tout autour du monde, dans les départements et les territoires d'outre-mer, ne m'ont pas vu les visiter, pas toujours de ma faute, hélas, et qui font partie, bien sûr, de notre communauté nationale. Depuis un an, je fais une campagne électorale dans toute la France, et j'ai vu des dizaines et peut-être des centaines de milliers de nos compatriotes. Je leur ai parlé, bien sûr, je leur ai exposé les problèmes de notre avenir et de leur avenir, mais je les ai aussi beaucoup écoutés. Et je me suis aperçu d'une chose d'ailleurs, c'est qu'il y a un grand champ de consensus commun. Et qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment ceux dont je parle, sur lesquels il y a une majorité de 2 sur 3 ou de 3 sur 4 quelquefois de nos compatriotes. Et je crois que c'est cela qui peut être la base d'une politique de redressement et de renaissance française. Mais j'ai souhaité une fois encore entendre les questions des Français. C'est pourquoi j'ai invité chez vous, avec moi, un certain nombre de nos compatriotes qui vont me poser quelques questions parmi celles qui tracassent le plus peut-être les Françaises et les Français. Vous proposez la préférence nationale en matière de logement. Comment pensez-vous faciliter l'accès à la propriété par les locataires français d'HLM? Écoutez, je crois que la préférence nationale, c'est un principe qui doit s'appliquer partout. Préférence nationale dans le travail, préférence familiale, culturelle, sociale. Et je trouve qu'il est normal que les Français, en France, soient servis les premiers. La France et les Français d'abord, en quelque sorte. En ce qui concerne le logement, je constate une anomalie. C'est que les logements HLM, les logements sociaux, qui sont financés par l'impôt, c'est-à-dire par les contribuables français, par l'argent des citoyens, se trouvent en réalité réservés en priorité et attribués en priorité aux étrangers. Et ceci à partir du critère familial. Comme ils ont beaucoup plus d'enfants que les Français, ceux-ci ne peuvent pas faire des familles puisqu'on ne leur attribue pas de logement ou qu'on leur attribue tout à fait en dernier rang. Alors je crois qu'il faut là réserver les logements français sociaux aux citoyens et aux familles françaises. Pour ce qui est de l'accession à la propriété, je crois qu'il y a une mesure préconisée d'ailleurs par un député du Front National, M. Chénardi, qui serait de nature à satisfaire l'envie, le goût, le besoin qu'ont beaucoup de Français d'être propriétaires de leur logement. Et je crois que ça serait tout à fait favorable en plus sur l'environnement, sur la qualité de l'environnement. Je crois qu'il faut attribuer aux locataires qui ont plus de 5 ans de présence dans les HLM des logements qui sont amortis et qui ont plus de 20 ans d'âge, de telle sorte que ceux-ci puissent être entretenus et vendus à un prix très très favorable aux gens qui les habitent, et je crois que ce sera dans l'intérêt général de tous. Monsieur Le Pen, quelles mesures comptez-vous prendre contre le racket et le problème de la drogue dans les écoles? Madame, je suis, comme vous sans doute, un père de famille. Et je suis donc très inquiet de la situation d'insécurité dans laquelle se trouvent placés trop souvent nos enfants, que ce soit dans les rues ou à l'école. Et les événements récents, les rackets qui viennent de se produire et les criminels dans un certain nombre de régions, et particulièrement dans la région Île-de-France, attirent notre attention sur le fait que les faibles sont évidemment les premières victimes du désordre et de l'insécurité, et parmi eux, les enfants et les jeunes. La drogue, elle, c'est la préoccupation et l'angoisse secrète de toutes les familles françaises. Déjà, des centaines de milliers sont frappés, puisqu'il y a 800 000 drogués dans notre pays et que le chiffre ne cesse d'augmenter, ainsi d'ailleurs de ceux qui meurent de cette tragique propension. Voyez-vous, le drogué est à la fois un malade et un délinquant. Et il est placé dans une situation pratiquement irréversible qui le conduit à la délinquance et quelquefois au crime. C'est pour cela qu'il faut lutter avec une fermeté exemplaire contre la drogue. Il faut désintoxiquer les drogués avec la méthode de fermeté nécessaire telle qu'elle est utilisée au Japon. C'est une des rares chances de pouvoir les arracher à leur enfer. Et puis, il faut sanctionner sévèrement les dealers, les revendeurs de drogue, et aller jusqu'à la peine de mort pour les gros trafiquants de drogue, ceux qui vivent et ceux qui s'enrichissent sur la mort et sur la misère et l'esclavage de nos enfants. Quelles sont vos propositions pour régler le problème du chômage?
Mais, cher monsieur, c'est en tous les cas pas les propositions de mes concurrents. Parce que ceux-là, en quelque sorte, si j'ose dire, on les a déjà essayés. Merci, on a déjà donné. Parce que M. Barre, Mitterrand et Chirac, dans les 14 dernières années, ont été les responsables de la politique française en matière d'emploi. Or, les uns et les autres, ils sont à égalité, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'en parlent pas dans leur bilan, 750 000 chômeurs de plus les uns et les autres. Vous souvenez-vous de l'affiche de François Mitterrand, vue de dos et annonçant que lui, élu président, il n'y aurait jamais 2 millions de chômeurs. Il y en a aujourd'hui plus de 3 millions, et les experts de l'INSEE nous annoncent que peut-être il y en aura 1 million de plus, et peut-être plus encore. Voyez-vous, il y a là un problème d'une gravité exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle je propose. Je fais un choix, moi. Je dis ce que je vais faire. Je vais d'abord inverser le courant de l'immigration. Je vais alléger la charge sociale qui pèse sur tous les Français du fait de la présence de 6 millions d'immigrés, et je vais réserver en priorité le travail aux travailleurs français et aux Européens de la CE. Puis réserver la préférence familiale, les allocations familiales aux familles françaises. Et puis le revenu maternel exclusivement aux familles françaises, c'est-à-dire aux mères de famille qui souhaitent travailler au bénéfice de leur foyer et de leur famille plutôt qu'à l'extérieur, ce qui libérera autant d'emplois. Et puis, je crois que la formule du foyer familial est une formule qui est susceptible de donner pas mal d'emplois, parce qu'elle permet aux familles, se conduisant dans le fond comme des entreprises, de soustraire de leurs impôts les charges et les salaires qu'elles ont versés à des personnels venus faire l'aide aux vieux, aux vieillards, aux personnes âgées ou aux enfants, aux jeunes enfants. Et puis, il y a le problème de l'école. L'école doit préparer à la profession et au métier, ce qu'elle ne fait plus ou mal chez nous. Et je crois que, en particulier, en développant l'apprentissage tel qu'il est conçu, notamment en Allemagne, où il y a, je crois, 800 000 apprentis, on arrivera à donner à nos jeunes des métiers qu'aujourd'hui, malheureusement, ils n'arrivent pas à acquérir de façon compétitive. Et puis, il y a essentiellement l'entreprise, les entreprises, car ce sont elles qui créent les emplois. Il faut donc développer les entreprises et permettre la multiplication de la création d'entreprises. Pour cela, il faut que les gens soient motivés, aussi bien les entrepreneurs que les investisseurs, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, les cadres, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, les employés. Or, aujourd'hui, la France souffre d'une espèce d'asthénie économique et sociale. C'est que les gens s'aperçoivent que l'État prend pratiquement ce qu'il gagne un jour sur deux. Et dans ces conditions, ils préfèrent, somme toute, plutôt que de constater qu'en travaillant plus, ils sont plus sévèrement sanctionnés, eh bien, ils préfèrent s'adonner à des loisirs plus nombreux. Dans ces conditions, le pays voit sa capacité de production diminuer et par conséquent sa capacité de solidarité sociale diminuer d'autant. Il faut redonner du tonus à la vie économique française. Il faut que nous refassions des enfants. Il faut que nous reconstruisions notre pays. Il faut que les gens soient motivés à travailler en recevant plus quand ils travaillent plus ou quand ils travaillent mieux. Et là, je crois qu'il faut que l'État diminue ses charges, diminue ses impôts, restreigne son train de vie. Il faut réformer la fiscalité et, comme je le propose, faire une large amnistie fiscale de façon à ce que les gens abordent l'avenir les épaules déchargées de cette espèce de kang que la situation fiscale a placé sur leurs épaules. Voyez-vous, je crois qu'il y a là une espèce d'élan à donner au pays, et je crois que je suis l'homme capable de le lui donner, car je suis un chef d'entreprise, j'ai créé une entreprise, j'en ai mené une, je ne vois aucun autre candidat qui soit dans cette situation. On se sent coupable d'être trop vieux ou trop malade. C'est la terrible sentence d'un grand nombre de malades, de handicapés, de personnes âgées qui ne peuvent plus se soigner aujourd'hui à cause du mauvais remboursement des médicaments. Que ferez-vous, Jean-Marie Le Pen, pour leur permettre l'accès à des soins et à une médecine de qualité? Madame, la solidarité sociale et la défense de la santé nationale n'auraient pas de sens si elles se faisaient uniquement entre gens en bonne santé ou gens riches. Il est bien évident que la solidarité nationale, la fraternité française, inclut une communauté d'intérêt et de défense de tous les citoyens. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut que ces citoyens soient par priorité les citoyens français. Et je suis de ceux qui pensent aussi qu'on ne peut partager que les gâteaux qu'on a cuits.
Et pour qu'il y ait une solidarité nationale, il faut qu'il y ait une véritable prospérité nationale. Et il est évident qu'on doit par priorité s'intéresser à ceux qui, soit provisoirement, soit de façon durable, sont atteints soit par la maladie, soit par le handicap, soit par la misère. Et il n'y a pas de France concevable pour moi qui n'intègre cette valeur humaine principale. D'ailleurs, vous le savez, j'ai été un petit orphelin de guerre, j'ai été élevé par ma mère, j'ai moi-même un handicap que tout le monde connaît, et j'ai spécialement pour une élection que j'avais faite en Bretagne il y a 2 ans, pris un handicapé de mes amis comme suppléant. C'est Yann Cadorette, ancien champion de France de moto, qui l'année dernière, malgré un handicap très lourd, puisqu'il est paraplégique, a réussi à être 34e dans le Paris-Dakar, ce qui prouve la capacité qu'ont les handicapés à se réinsérer dans la vie quand ils se sentent encouragés et soutenus pour le faire. Eh bien, les malades, les personnes âgées, tous ces gens-là ont droit à notre soutien. Encore faut-il que les méthodes soient performantes. Or, notre sécurité sociale est aujourd'hui un édifice lourd, coûteux et sur le point d'être en faillite. Il faut faire des réformes. Je vous invite d'ailleurs à regarder le détail de celles que je propose, mais sachez qu'en tous les cas, j'ai un sentiment fortement orienté vers cette défense des faibles, des handicapés et des malades, parce que je crois que c'est le fond de l'action politique et de l'action sociale. Monsieur Le Pen, je travaille dans la presse. Je constate que beaucoup de médias vous sont hostiles. Comment interprétez-vous cette hostilité à votre égard? C'est facile à comprendre. C'est parce que je dérange. Je dérange tous les privilégiés. Je dérange tous ceux qui, depuis des décennies, se sont arrangés pour capter, pour coloniser les pouvoirs, aussi bien économiques, sociaux, financiers, syndicaux. Je dérange en quelque sorte les mafias et les lobbies. Et ils se défendent par tous les moyens, et bien souvent par des moyens qui sont très discutables, comme la calomnie, l'injure, l'outrage. Mais je ne me fais pas trop de soucis, car je sais que les Français savent remettre les choses à leur place. Ce sont des méthodes qui déshonorent beaucoup plus ceux qui les emploient que moi-même. Monsieur Le Pen, je suis mère de 3 enfants et je voudrais savoir ce que vous comptez entreprendre et réaliser pour restaurer un enseignement de qualité. Notre avenir est conditionné par, d'une part, la transmission des connaissances et l'acquisition des connaissances, en particulier pour que nos enfants puissent avoir demain un véritable métier. L'école et l'université doivent préparer à la profession et, dans le fond, à la fondation de la famille et à la transmission de notre patrimoine et de nos valeurs. Mais je crois que notre système est très discutable et qu'il a atteint, malgré des effectifs considérables, un niveau d'incompétence. Il faut rétablir la concurrence. Il faut défendre la liberté des parents d'avoir un enseignement libre et d'avoir un enseignement concurrentiel. Et pour cela, je crois que le chèque éducation est un bon moyen. Je vous invite là aussi à regarder ce que je propose dans mon programme. L'éducation sera une des préoccupations principales du président de la République que je serai, parce que la formation intellectuelle, physique, morale, mentale est une préoccupation essentielle. Et puis, voyez-vous, je voudrais vous dire, ce qui est particulièrement important, car tout cela est important, mais c'est que nous restions capables de gouverner notre propre avenir. Je vous invite à regarder cette affiche. Regardez-la bien. Elle est la phrase d'un chef Hezbollah libanais. Et elle nous indique la menace principale qui pèse sur nous. C'est que bientôt nous ne soyons plus dans un pays libre, que nous ne soyons plus des Français en France. Et pour rester des Français en France, il faut vous décider, il faut choisir, il faut voter pour la renaissance et le redressement national.